Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et une enquête inédite ce matin jusqu'à 10h, on va en parler avec notre invité, ça s'appelle L'Empire Invisible, c'est aux éditions Hors Cadre et c'est une enquête inédite au cœur des mécanismes de l'islamisme radical. Si on tenait à en parler ce matin, c'est pour la simple et bonne raison que le ministre de l'Intérieur l'a officialisé et ça verra le jour dans, on va dire, de longues heures, certainement avant la fin du mois, c'est d'actualiser la fameuse loi pour agir contre les séparatismes religieux qui avait été déjà initiée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et le but était en effet de lutter contre toutes les nouvelles formes de radicalisation religieuse. La loi est tellement efficace qu'on a besoin quand même de l'actualiser parce qu'on découvre qu'il y avait peut-être plein d'angles morts. Et donc dans ce livre, c'est un véritable petit manuel et on va dire contre les séparatismes religieux, savoir les dénicher, les repérer, être au courant de toutes les méthodes. Et pour cela, je suis ravi de vous accueillir, Manon Sirazek. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Maître même, Manon Sirazek, vous êtes avocate au barreau de Paris, docteur en droit et diplômé de l'école de guerre économique. Une enquête inédite, vous avez écrit ce livre avec Thierry Froment, qui est un ancien juge d'instruction. La première question, alors elle est toujours bateau, vous allez me dire, mais elle est nécessaire quand on écrit un livre. Pourquoi ce livre? Quel a été le point de départ de votre volonté? Le point de départ, c'est qu'on a vu, si vous voulez, que beaucoup de femmes voilées, et pas que des femmes voilées, s'immisçaient dans chaque secteur d'activité de la vie et qu'elles s'emparaient du droit pour faire valoir, si vous voulez, leur liberté religieuse. Parce que c'est ce que j'allais vous dire, que des femmes voilées soient dans l'espace public ou dans certains milieux, ça ne vous choque pas. Vous, c'est l'utilisation du droit. C'est l'utilisation du droit, si vous voulez, c'est l'inversion des valeurs et des libertés fondamentales républicaines qui me choque. Et nous, on est des professionnels du droit, et donc on doit arrêter ça. Et on doit se dire comment elles utilisent et comment on peut, si vous voulez, dévoiler leur stratégie et se mettre, évidemment, et remettre le droit à la place de l'église village, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez utilisé des mots qu'on entend alors très souvent, mais qui sont peut-être un peu impressionnants, un peu galvaudés quand on parle aujourd'hui contre les fameux principes républicains. On entend ce mot tout le temps. Pour qu'on soit très concret aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a des affronts, des attaques contre ces fameux principes républicains, comment ça se passe très concrètement quand vous dites que le droit est détourné justement pour faire prévaloir parfois des idées religieuses? Comment ça se passe? Je vous prends un exemple très simple. Par exemple, dans le football ou dans les piscines, par exemple, on dit non, moi j'ai le droit de porter un burkini, j'ai le droit de porter un hijab pendant une compétition parce que c'est mon droit, c'est ma liberté, c'est mon voile, c'est une liberté religieuse. Alors le hijab, si vous savez, c'est un couvrant pour vous avez vu ça dans les compétitions, un couvrant sur la tête qui va de là à là. C'est pas le si vous voulez, c'est pas le hijab complet, la burqa, mais ça couvre quand même la tête. C'est un signe ostentatoire religieux qui est interdit par les principes de neutralité, de laïcité, d'accord ? Et le burkini, c'est une espèce de maillot couvrant qui est autorisé quand même dans certaines piscines, par exemple à Rennes, à Nantes, ça a failli être à Grenoble, par exemple. Et ça, c'est des atteintes au principe de laïcité, au principe de neutralité, et c'est fait au nom de liberté fondamentale, c'est-à-dire une liberté religieuse, une liberté de conscience et de pouvoir s'habiller comme on veut. Donc c'est une façon de s'émanciper. Le vêtement devient un symbole politique, d'occupation aussi de l'espace public, et c'est une idéologie et ce n'est pas simplement pour vouloir être religieux, si vous voulez. C'est pas forcément un symbole de radicalisation, mais c'est un symbole de vouloir occuper l'espace public à tout prix contre l'Occident. Votre enquête, L'Empire Invisible, c'est aux éditions Hors Cadre. Racontez aussi le travail que cela a représenté pour vous, parce que c'est énormément de témoins, énormément de consultations aussi, de documents, de recherches, de compréhension de beaucoup de mécanismes. Pour tous ceux qui nous écoutent, racontez ce travail monumental. Alors, si vous voulez, on a commencé par se dire que dans les foyers des mineurs, justement, on en parle, puisque Nunez, le ministre de l'Intérieur, veut, si vous voulez, renforcer la protection des mineurs. Alors, on a commencé par faire un article dans le Figaro sur la protection judiciaire des mineurs, où il y a des foyers de mineurs où c'est absolument pas contrôlé. L'islamisme rampant rentre directement dans ces foyers isolés. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais il y en a dans les foyers de mineurs isolés, puis il y en a dans le sport, et il y en a dans la santé, et il y en a en fait partout. Et encore, on n'a pas parlé des syndicats et des entreprises où finalement, si vous voulez, l'entrisme
la banalisation de ces phénomènes, parce que personne ne dit rien et que finalement tout le monde laisse aller les choses, prend de plus en plus ampleur dans tous les secteurs d'activité. Donc finalement, et puis un sondage vous le dit, les jeunes de 15 à 24 ans préfèrent, 57% des jeunes de 15 à 24 ans préfèrent finalement la charia que les lois de la République. Donc, parlons des jeunes justement, il y a plusieurs articles, plusieurs études très intéressantes et je tiens à le faire remarquer parce que dans votre livre vous évoquez ce phénomène des réseaux sociaux et avant qu'on parte en pub pour évoquer plus en longueur votre bouquin, il y a apparemment une technique qui a très bien marché sur les réseaux sociaux, donc auprès de ces jeunes que vous évoquez, qui est en fait l'idée que la radicalisation religieuse, l'idée que le djihad même, donc quand même l'idée de partir, combattre sur des terres, etc., serait presque quelque chose de cool. Je veux dire, il y a vraiment une bascule comme ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la radicalisation religieuse, le djihad, c'est devenu un phénomène cool sur les réseaux sociaux. Alors ça commence pas comme ça. Ça commence par le phénomène mode style. On commence par le fait de les rendre plus religieux. Par des discours, c'est cool, mais il faut quand même être religieux. Donc on vend des produits, mais en même temps on a des discours religieux. Tu devrais mettre ton abaya comme ça, ton hijab comme ça, etc. Et puis après, tout ça, ça emmène par tous les vecteurs des réseaux sociaux, par TikTok très très vite, Insta, par des blogs, et on les invite finalement à pousser, à aller au djihad. Et ça se fait aussi, et je reviens là-dessus, par les foyers des mineurs. Parce que les mineurs, ils rentrent dans ces foyers-là, c'est pas contrôlé, ils font des prières comme ça, les éducateurs laissent passer, et finalement, les femmes portent les voiles parce qu'en même temps, elles se sentent protégées, sinon elles se sont agressées, et elles se trouvent seules, à la fin, quand elles ont 18 ans, elles sortent de ces foyers, et soit c'est le proxénétisme, soit c'est les gens partent faire le djihad. Le djihad, pardon, j'ai un problème. On va y arriver, le djihad et le hijab. L'Empire invisible, c'est aux éditions Hors Cadre, c'est une enquête inédite sur l'entrisme. À l'heure justement, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, souhaite adapter la fameuse loi sur les séparatismes religieux qui devait déjà marquer un tournant en France. On vous explique comment, dans les milieux culturels, dans les milieux du sport, à travers des témoignages, des rapports officiels, des décisions de justice aussi que vous décortiquez petit à petit, l'entrisme est devenu quasiment, si ce n'est la norme, en tout cas d'une banalisation confondante. C'est aux éditions Hors Cadre et c'est signé Maître Manon Sirazek et Thierry Froment, ancien juge d'instruction, et Maître l'avocat Manon Sirazek est notre invité et elle reste avec nous jusqu'à 10h. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h47 sur Sud Radio, suite de la conversation sur ce livre L'Empire invisible, c'est aux éditions Hors Cadre et c'est signé Thierry Froment, ancien juge d'instruction, et Maître Manon Sirazek qui est avocate et qui est avec nous. On parlait à l'instant du phénomène de djihad cool, c'est-à-dire, et vous expliquez comment via les réseaux sociaux, tout un discours, alors d'abord sur la tenue, d'abord sur l'alimentation, permettait petit à petit d'aller conquérir les jeunes au point justement, et c'est parfaitement décortiqué dans le livre, certains acceptent de franchir ce fameux Rubicon du djihad, mais il faut expliquer aussi à quel point sur les réseaux sociaux, c'est très bien fait dans le livre, chaque réseau a quasiment sa cible, sa manière de décortiquer les choses pour, on va dire, aller conquérir une partie de la jeunesse. Entre TikTok, X, Snapchat, c'est pas du tout les mêmes cibles, c'est pas du tout la même manière de parler, c'est pas du tout la même manière d'aller conquérir les esprits. C'est pas la même manière, mais c'est fait tout en même temps. Ça s'appelle, c'est l'influence. Vous diffusez des messages sur TikTok, sur X, sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, même sur des blogs, et finalement, chaque réseau social a sa fonction, mais finalement, l'objectif est commun, et ça amène à la même chose. C'est une massification des réseaux sociaux. C'est de l'influence. Et ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de contre-influence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message mais il faudrait ça marcherait. Il faut un contre-encerclement cognitif, c'est un mot un peu barbare, mais la contre-influence, il faut qu'elle existe. Et finalement, elle existe très peu sur les réseaux sociaux. Parce que comment on aboutit à avoir des millions de jeunes, des millions de vues, avec des dames maintenant qui portent le voile, qui ont un discours religieux, elles sont complètement happées massivement par les réseaux sociaux parce qu'elles n'ont pas de contre-message. Et donc, effectivement, le gouvernement peut pas tout faire. Mais si vous voulez qu'on leur dit ah oui, de toute façon, tu manges pas ça, oui, alors on dit ça parce que l'autre dit ça parce que c'est islamophobe. Si vous voulez, l'islamophobie, le racisme, ça empêche, c'est une émotion qui empêche finalement de réagir. Mais il faut expliquer aussi sur les réseaux sociaux l'autre discours.
Parce que c'est une idéologie, si vous voulez. C'est pas du tout le côté religieux. C'est une idéologie. Là où l'entrisme islamiste est absolument frappant, et vous le décortiquez parfaitement dès les longues premières pages du bouquin, c'est dans le sport. Et alors qu'on a souvent évoqué un peu banalement, vous en parliez, le cas par exemple du foot, vous dites ah non, c'est absolument partout, ça touche la boxe, ça touche le foot, ça touche même le rugby. Alors le foot, les hijabeuses, qui est un collectif, a longtemps, depuis 2002, a longtemps dit qu'il fallait dans les compétitions nationales porter le hijab. La fédération a refusé, ça a été suivi par le Conseil d'État. Maintenant, dans les fédérations de lutte, de grappling, qui sont aussi tenues par les Tchétchènes, dans l'haltérophilie, parce qu'il y a aussi des influenceuses qui portent le hijab sur les réseaux sociaux. Donc même l'haltérophilie aujourd'hui est touchée. Elle est complètement touchée. Dans le rugby, dans certains clubs de rugby, où la fédération dit que finalement, on peut porter le voile parce que c'est pas contraire à l'ordre public et à l'hygiène, il y a un renversement complet, si vous voulez. C'est tous ces clubs où il faut que l'État affirme le principe de laïcité et l'interdiction des signes ostentatoires religieux, au moins pendant les compétitions. Mais ce qui est censé quand même être la norme, ce genre de décision. Comment faire? Parce que, bon, même l'État, moi, j'ai pas encore connu beaucoup de ministres de l'Intérieur qui disaient, bon, le voile n'est pas si grave, ou il n'y a pas de contrôle. Encore. Ah oui, il n'y a pas de contrôle. Donc il faudrait, c'est un renforcement des contrôles dans ce cas-là. Il n'y a pas de contrôle. Les abayas, je suis sûr qu'il y a un silence. Pareil dans la santé, personne ne dit rien. Et vous avez des témoignages, y compris dans la santé, mais on y reviendra dans quelques instants. Dans le sport, vous parlez notamment de ce boxeur qu'on avait déjà reçu ici, qui est Mayar Monchipour, et qui dit à quel point, aujourd'hui, boxeur franco-iranien, qui a aujourd'hui acquis la nationalité française, qui est né en Iran, qui a fui avec son papa notamment, qui a une histoire très singulière, et qui décrit factuellement, ça fait partie de vos témoignages très très forts, qui ouvrent le livre, qui décrit factuellement à quel point il y a une véritable gangrène. Non, mais Mayar Monchipour, il nous explique que c'est parmi les cadres d'État et les entraîneurs que finalement ils laissent faire. C'est même pas au niveau des athlètes, c'est au niveau de l'ACRAN. C'est des agents publics, si vous voulez, qui ont une mission de service public, qui laissent faire et qui laissent gangréner ce système. Ça concerne bien évidemment la boxe. Et puis il nous dit aussi que dans les crêpes, ils vont faire leur prière collective quand ils vont chercher des tapis. Non mais ils mangent halal dans les crêpes. Vous vous rendez compte, c'est des établissements publics. C'est inimaginable. Ça, c'est dans le sport. Médéric Chapiteau nous explique aussi qu'il y a des situations scandaleuses dans tous les clubs. En haltérophilie, pendant les championnats, c'est pareil. En France, les joueuses reçoivent leur trophée avec un hijab. Le rugby, je vous en parlais, il y a dans les clubs, surtout dans le 93, parce que là, c'est une catastrophe. Les jeunes femmes font même des communiqués de presse, si vous voulez, pour dire, mais non, le principe de la laïcité, finalement, c'est l'inverse. C'est interdire le voile. Non, mais vous vous rendez compte, cette inversion de valeurs républicaines, on en est rendu où, là? Et on parle le sport, vous l'avez seulement esquissé, il y a aussi le domaine de la santé, où je crois que c'est Mathias Vargon qui échange avec vous, et qui vous raconte à quel point, parfois, même dans les hôpitaux publics, c'est un phénomène qui a tendance, là aussi, on va pas se répéter, à s'amplifier aussi, jusqu'à peut-être à un moment la banalisation. Oui, absolument. Alors, il y a Mathias Vargon, puis il y a des aides-soignantes qui arrivent, il y a des personnes qui font de la formation, et où elles voient des jeunes filles arriver, elles ont des manches extrêmement longues, elle leur dit, bah non, c'est des règles d'hygiène, bah vous sortez. Alors il y en a qui ne reviennent plus, puis il y en a qui enlèvent évidemment leur manche, et si vous voulez, ça se passe, y compris, vous parliez du secteur de la santé, mais il y a aussi le secteur de la culture, où à la fête de la musique, il y a quand même 145 jeunes femmes l'année dernière qui ont été piquées, parce qu'il fallait pas aller à la fête de la musique. Ça se passe dans tous les domaines. Mais pour moi, le plus grand danger, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est là où, si vous voulez, on n'a pas... On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Et c'est massif. C'est massif, et les jeunes adhèrent. Il y a une influence des jeunes. On le voit de toute façon dans tous les attentats des Jeux, ou dans tous les attentats qui malheureusement peuvent réussir. On voit à quel point non seulement les profils se rajeunissent, mais à quel point ça passe justement via les réseaux sociaux, via des groupes, via des influences, avec des radicalisations quand même très aléatoires. Bon. Alors les influenceuses, vous avez des influenceuses qui sont rémunérées ou non, mais parmi les messages commerciaux des influenceuses, elles, si vous voulez, elles diffusent des messages religieux.
Et alors après, on ne connaît pas les sources de financement, on en connaît quelques-unes, parce qu'effectivement, tout ça, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, etc. Mais c'est un fléau. Les réseaux sociaux, c'est un fléau. C'est pour ça qu'il faut monter une contre-influence très importante. Donc la contre-influence, par exemple, ça fait partie peut-être des choses à monter dans ce nouveau projet de loi sur lequel est en train de travailler le ministre de l'Intérieur pour lutter à nouveau contre les nouvelles formes de séparatisme. Vous dites, allez, projet à nouveau de contre-influence sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit mettre d'autre selon vous dans cette loi pour être efficace ? Mais déjà, il faut surveiller les clubs de sport. Donc on renforce les contrôles. Les salles de prière. Parce que ça, on ne connaît pas. Parce que vous savez, à Bagnolet, Marie-Laure Brossier, qui était conseil municipal, elle voyait des petites filles de 7 à 9 ans, elle les voyait à 8h du matin dans un car, accompagnées de barbus entièrement voilés, et après, elles disparaissaient jusqu'à 17h. Donc, il faudrait peut-être aussi contrôler ce qui se passe dans les collectivités. Les foyers des mineurs, partout où il y a des mineurs, en fait, il faut contrôler. Mais c'est un des sujets de la nouvelle loi. C'est renforcement des contrôles dans les foyers de mineurs. Et comment vous interprétez, par exemple, les représentants de l'islam qui sont, par exemple, inquiets face à la volonté du gouvernement d'interdire le congrès des musulmans de France et qui sont visiblement aussi inquiets du contexte que provoquerait cette nouvelle loi ? Écoutez, on sait que l'OIF, c'est les frères musulmans qui ont créé ce salon et ils se rassemblent tous. Donc pour moi, c'est un danger. De les laisser perdurer sur les années comme ça. Parce qu'on sait que c'est là où ils se rassemblent. D'ailleurs, Florence Bergeau-Plecker en parle très bien. Moi, je pense que... C'est une chercheuse au CNRS, qui est spécialiste de sociologue qui a très bien étudié le marché halal, les influences des Algériens, etc. Et qui a pointé ce salon du Bourget qui était finalement complètement laissé pour compte là par les frères musulmans. C'est le laisser faire qui est absolument c'est comme si vous voulez on changeait de valeur culturelle. Pour vous c'est de l'ordre de cette nature-là, c'est presque ce changement d'échelle-là. C'est ça, oui. Si vous voulez, c'est comme quand je vous ai dit le vêtement, c'est pas un vêtement. C'est une appropriation de l'espace public et c'est un signe politique, c'est une instrumentalisation politique. L'Empire invisible au cœur des mécanismes de l'islam radical, c'est aux éditions Orcade, c'est signé Thierry Froment, ancien juge d'instruction et ex-coordinateur, co-directeur de l'Institut des sciences criminelles de Montpellier. Par vous, maître Manon Sirzek, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avocate au barreau de Paris, docteur en droit et diplômée de l'école de guerre économique. Merci et donc, je rappelle votre livre, L'Empire invisible. Bonjour Valérie Expert. Bonjour, j'ai très envie de le lire. Donc, il sera vraiment sur votre... Regardez, devant le micro, je vous le laisse, ma chère Valérie. Au programme de Mettez-vous d'accord, 10h midi. Vraie question et vrai problème. Vous n'êtes pas candidat. Il y en a tellement. On va évoquer ce week-end fou entre François Hollande, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Bruno Retailleau. Bref, il y a pléthore de candidats, d'hommes principalement qui veulent, quoique Yael Braun-Pivet aussi, plus ou moins. Aurore Berger, même si on y est dans celle qui réfléchissent. Voilà. Donc on va revenir sur cela. Est-ce que vous pensez à la présidentielle d'ores et déjà ? Et puis, on vous attend évidemment 0826 300 300. On va parler des vacances scolaires aussi. Alors, c'est un petit peu un marronnier, comme on dit dans nos vacances, mais dans nos lapsus révélateur. Dans nos sujets, mais effectivement, les vacances scolaires, ils sont encore en vacances, nos enfants, et il paraît qu'ils sont fatigués. Et puis, on va parler avec Félix Mathieu de la filière retraitement des vêtements, trop de vêtements qui ne se recyclent pas, des ONG qui s'inquiètent de ces tonnes de vêtements. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Est-ce que vous achetez moins de vêtements ? 0826 300 300. Vous avez le programme entre 10h et midi, c'est donc à suivre avec Valérie Expert. Comme tous les matins de mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour l'interview politique et pour la vérité en face. Belle matinée sur Sud Radio.